Bonsoir à tous. Les gens sont en train de se connecter. Euh, J'attends juste 30 secondes, le temps que tout le monde se connecte. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session live de la série Infectiologie, lancée déjà depuis plus de 4 ans en partenariat avec la SPILF et Infectious Disease Now. Merci de nous avoir rejoints ce soir pour cette session où nous avons le plaisir d'accueillir professeur Caroline Charlier. Bonsoir professeur. Donc vous êtes infectiologue, professeur à l'Université Paris-Cité, spécialiste des infections chez la femme enceinte. Vous avez aussi dirigé vous dirigez pardon, l'équipe mobile infectiologie à l'hôpital Cochin, Port-Royal, et vous coordonnez depuis 2 ans les recommandations nationales thérapeutiques sur les infections grossesse et périnatalité de la SPIL. Et du coup, c'est dans ce cadre-là où on vous accueille aujourd'hui pour nous parler de la varicelle et la femme enceinte. Donc bonsoir et je vous redonne la main pour partager votre écran. Hop, j'arrête le partage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, en 30 minutes, j'ai le challenge de vous parler des nouvelles recommandations qui viennent d'être publiées dans ID Now sur Mhm. la prévention et la prise en charge infectiologique, pas obstétricale, bien infectiologique, de l'infection VZV chez la femme enceinte et en périnatalité. Donc, c'est des recommandations édictées et coordonnées par la Société de pathologie infectieuse, à laquelle ont été associées plusieurs autres sociétés savantes d'autres disciplines. Je vais vous le montrer à la fin. Le contexte qui a conduit à ce qu'on reçoive cette feuille de route de la SPILF, c'est celui de la persistance d'une circulation élevée virale de VZV, la gravité potentielle de l'infection VZV chez la femme enceinte et le nouveau-né, et puis les dernières recommandations dataient de plus de 20 ans, à une époque où les immunoglobulines antivaricelleuses n'étaient pas disponibles et donc elles étaient devenues obsolètes. Compte tenu de la littérature disponible, on a pris le format d'un consensus formalisé d'experts avec un groupe de rédacteurs, de relecteurs, de chargés de bibliographie et un groupe qu'on a voulu d'emblée stable et pluridisciplinaire. Alors, il n'y a pas que des infectiologues, il y a des microbiologistes de tous bords, si on peut dire, bactériaux, viraux, notamment des obstétriciens, des pédiatres, néonatologistes et non néonatologistes, des hygiénistes, une sage-femme. Et donc, le champ de la reco est bien infectiologique et focusé sur les femmes enceintes et les nouveau-nés, donc les enfants de moins de 28 jours. Une slide pour vous rappeler les enjeux et le contexte. Pour la femme enceinte, le sujet, c'est le risque accru de pneumonie virale sévère, puisque c'est la première complication de l'adulte. Et chez la femme enceinte, c'est pas plus fréquent, mais c'est plus grave, avec une atteinte plus étendue, une moins bonne tolérance à l'infection respiratoire du fait des modifications physiologiques de la grossesse, et donc un risque accru de pneumonie plus grave et de syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le zona pose pas de problème spécifique chez la femme enceinte. Sur le versant fœtus nouveau-né, eh bien, il y a des enjeux qui dépendent du terme de la grossesse au moment de l'infection de la maman. Quand la maman développe une infection varicelleuse dans les 20 premières semaines de la grossesse, l'enjeu, c'est ce qu'on appelle le syndrome varicelleux congénital. Donc, c'est un tableau d'embryo-fétopathie euh, qui combine une varicelle du fœtus, qui est une varicelle de l'immunodéprimé, avec les atteintes classiques, œil, système nerveux central, atteinte de peau nécrotique, comme vous voyez sur ce bébé, et puis des atteintes viscérales typiques, et une résurgence métamérique qui rencontre des troubles de croissance des segments de membres qui sont affectés par cette espèce de zona anténatale. Et donc, vous voyez ces hypotrophies de segments de membres, comme cette photo de ce bébé. On voit bien qu'il y a le tibia vraiment trop, trop petit, puis des défauts de développement de certains orteils. Bon, c'est un risque qui reste rare, hein, c'est 1 à 2% des grossesses au maximum en l'absence de prise en charge maternelle. Mais ça n'a pas disparu et toutes les données contrôlées, les grandes séries Anders, Pasturzak, Lancet, New England confirment bien dans les années 90, en l'absence de prise en charge, la réalité de ce risque.
Autre versant du spectre, quand la varicelle maternelle survient dans les 3 dernières semaines avant l'accouchement, eh bien, la mère passe à son fœtus son virus, mais pas encore toute sa réponse anticorps, et donc il y a un risque de varicelle pour l'enfant. Alors pourquoi il n'y a rien à 21 semaines alors qu'à 20 semaines, il y a un syndrome varicelleux congénital, personne ne sait dire. En revanche, pourquoi il y a quelque chose à J-21 par rapport à la naissance, par rapport à plus tôt dans la grossesse, bah, c'est lié au fait que ce passage de cette réponse anticorps, bah, il ne s'est pas passé de manière pleine et entière. Il y a une fenêtre de vulnérabilité particulière qui est la fenêtre quand l'éruption de la maman se situe entre J-7 par rapport à la naissance et J+7. Parce qu'à ce moment-là, elle est virémique, J-7, mais elle n'a pas encore monté sa réponse anticorps. Et donc, elle ne l'a pas passé à son enfant. Et donc, l'enfant reçoit complètement le virus par voie hématogène transplacentaire, mais pas du tout les anticorps protecteurs de sa maman. Et donc, il n'est pas seulement à risque de varicelle néonatale, mais à risque de varicelle néonatale grave, qui réalise une varicelle de l'immunodéprimé comme vous la connaissez, et qui donc préoccupe très légitimement le pédiatre. Finalement, cette période de varicelle néonatale entre J-21 et J-7, elle n'est grave que dans les situations où l'enfant n'a pas eu le temps de recevoir les anticorps de sa maman parce qu'il est trop petit, c'est-à-dire quand il est né avant 28 semaines d'aménorrhée ou quand il est hypotrophe, de petit poids de naissance, on dit maintenant moins de 1000 grammes à la naissance. Parce qu'on sait que dans ces situations, eh bien, le passage transplacentaire des anticorps de la mère à l'enfant, il n'a pas encore commencé moins de 28 semaines, où il n'a pas été très efficient. Et donc, on revient à cette situation euh, de dangerosité spécifique, comme on l'a décrite à l'instant autour du terme. Donc, cette varicelle néonatale, elle ne porte pas très bien son nom parce qu'en fait, elle est acquise in utero par voie transplacentaire. Puis après, on différencie une varicelle postnatale. Alors celle-là, elle est acquise par voie aérienne, postnatale, ou par voie euh, cutanée, puis par manuportée. Et donc, c'est une varicelle d'acquisition plus classique. Elle débute généralement après 10 jours de vie parce qu'elle a l'incubation classique d'une varicelle comme on la connaît. Et elle est acquise soit auprès de la maman, soit auprès d'un membre de l'entourage si la maman est elle-même pas protégée, n'a pas transmis ses anticorps protecteurs puisqu'elle n'en a pas. Donc, vous voyez, 3 enjeux pour le fœtus, 3 moments différents. Le syndrome varicelleux congénital, première moitié de la grossesse. La varicelle néonatale, qui est en fait hématogène, mais c'est le terme impropre, mais consacré par la littérature. Et puis la varicelle postnatale. Maintenant qu'on a planté le tableau, on va essayer de répondre aux 5 questions qui ont été posées dans le cadre de cette recommandation. Et vous allez voir les 5 réponses. Et à chaque fois, je vais essayer d'insister sur les éléments de nouveauté par rapport à la recommandation de 98. Donc, première question, comment envisager la prévention chez la femme en âge de procréer, chez la femme enceinte et en postpartum? Ici, c'est une copie d'écran de la recommandation. Donc, il y a finalement 2 moments, avant et après la grossesse et pendant la grossesse. Avant, après la grossesse, on préconise, mais pas de nouveauté finalement, juste la mise en exergue de quelque chose qu'on savait déjà, de faire l'effort de déterminer le statut immunitaire de la femme avec désir de grossesse ou en postpartum si ça n'avait pas été fait vis-à-vis du VZV. Et on retient comme critère d'immunisation le fait d'avoir eu une histoire de varicelle ou de zona. La varicelle, contrairement à la rougeole ou d'autres fièvres éruptives, du fait de sa spécificité sémiologique, et c'est démontré par beaucoup de données de la littérature, est une infection pour laquelle le fait d'avoir un souvenir d'eux a une valeur prédictive positive extrêmement élevée, supérieure à 95%. Donc pas besoin de contrôler s'il y a une histoire clinique tracée. Euh, Alternativement, le fait d'avoir 2 vaccinations complètes tracées dans le carnet de santé, ou alternativement, le fait d'avoir des IgG anti-VZV positifs sur une sérologie qui est pratiquée dans le cadre déjà écrit dans le BEH, qui est celui d'une sérologie pré-vaccination. Soit un de ces éléments est présent, la patiente est considérée comme immunisée, il n'y a pas besoin qu'elle soit vaccinée. Soit ces éléments ne sont pas présents et on peut soit la vacciner d'emblée, soit réaliser cette sérologie et, si elle est négative, vacciner la patiente. Il faut se souvenir que on n'est pas égaux vis-à-vis de la circulation de la varicelle. Si en France et en Europe de l'Ouest, finalement, la séroprévalence est supérieure à 95% parce que le virus circule beaucoup, en Afrique subsaharienne et en Asie, les taux de séroprévalence sont plus bas, 80% en Afrique subsaharienne, 60 à 70% en Asie.
La vaccination antivaricelleuse, c'est le Varilrix ou le Varivax, deux vaccins disponibles, deux doses à un minimum de 4 semaines d'intervalle. 6 semaines, ça marche pour les deux vaccins, qui sont interchangeables. On peut commencer avec l'un, finir avec l'autre. Ce vaccin vivant atténué est donc contre-indiqué en théorie pendant la grossesse, même s'il n'y a pas eu de syndrome varicelleux congénital après des vaccinations accidentelles. Contre-indiqué aussi en cas d'immunodépression, notamment cellulaire. Du coup, par principe, proposer le respect d'un délai d'un mois après la deuxième dose de vaccin pour débuter une grossesse. Et en postpartum, s'il y a eu administration d'immunoglobulines spécifiques, eh bien attendre la clearance complète de ces immunoglobulines, c'est-à-dire 5 mois, avant de réaliser la vaccination, sous peine de la rendre inefficace. Bien sûr, ça ne s'applique pas aux rhésus, aux anticorps anti-rhésus. Pendant la grossesse, on préconise de déterminer de la même manière le statut immunitaire des femmes enceintes vis-à-vis du VZV, avec l'idée que on pourra, on n'est pas obligé, réaliser une sérologie anti-VZV, et que si la patiente est immunisée, on la rassure. Si elle ne l'est pas, eh bien, on donnera des conseils de prévention vis-à-vis des sujets euh, moucheurs, tousseurs, la phase catarrhale ou avec éruption cutanée. Et surtout, on vaccinera la femme en postpartum. Conduite à tenir en cas de comptage. Ici, il y a une avancée importante. D'abord, on a structuré la conduite à tenir en 3 questions, éventuellement un test. C'est très standardisé, la prise en charge d'un comptage varicelleux. Donc, les 3 questions, c'est est-ce que c'est un comptage à risque? La deuxième, c'est est-ce que la patiente est immunisée? La troisième, c'est de quand date le comptage? C'est cropper la figure ici sur ces 3 questions clés. Comptage à risque, eh bien, c'est un comptage familial ou un comptage sans masque, plus d'1 heure dans la même pièce ou plus de 5 minutes face à face. Donc, c'est pas juste se croiser dans un ascenseur, c'est un vrai temps face à face. Tout ça avec un sujet contagieux dans la période de contagiosité, c'est-à-dire 48 heures avant le début de l'éruption cutanée pour une varicelle, jusqu'au remplacement des vésicules par des croûtes. C'est pas la chute des croûtes, c'est vraiment le remplacement des vésicules par des croûtes. Ceci a été clarifié par la Société française d'hygiène. Si le contact est à risque et que la patiente ne remplit pas les critères pour dire qu'elle est protégée contre la varicelle, eh bien, puisqu'on ne peut pas administrer ce qu'on ferait pour tout adulte immunocompétent, c'est-à-dire un vaccin anti-VZV dans les 72 heures, eh bien, on arrive à la question, est-ce qu'on peut administrer ce qu'on donne en situation de contre-indication de la vaccination, c'est-à-dire les immunoglobulines spécifiques. Ici, 2 cas de figure. Est-ce que le comptage remonte... De quand date le comptage? Comptage de plus de 2 semaines? Eh bien, soit il y a eu une varicelle, soit il y a déjà une varicelle, soit elle n'aura pas lieu. Donc, ce n'est pas une situation où on doit envisager une prophylaxie. Comptage de moins de 14 jours. Alors là, s'il doit y avoir une varicelle, elle n'est pas encore là. On peut s'appuyer d'une sérologie si tant est qu'elle ne nous fasse pas passer par son rendu au-delà d'une fenêtre qui a été rallongée, j'entoure tout de suite le gros résultat, euh, à 10 jours. C'est-à-dire qu'un comptage de moins de 10 jours, et c'est la grande nouveauté de cette recommandation, justifie désormais d'une administration d'immunoglobulines anti-VZV à la posologie de 0,5 à 1 millilitre par kilo, et ce, dès que possible. Et donc au maximum dans les 10 jours après la fin du comptage. Vous vous souvenez qu'avant, c'était 96 heures, donc 4 jours. Ce délai a été étendu à 10 jours sur la base des données vie réelle nord-américaines, puisque cette extension de délai, elle est désormais utilisée comme telle par toute l'Amérique du Nord et les pays anglo-saxons depuis maintenant quasiment 10 ans, avec des données vie réelles sur plusieurs centaines de femmes enceintes et de sujets immunodéprimés, et la démonstration de la persistance d'un bénéfice personnel sur la survenue d'une varicelle qui survient à une fréquence moindre, euh, mais évidemment, la protection n'est pas complète quand on dépasse ce délai de 96 heures. En revanche, il y a une protection contre les formes sévères de varicelle qui persistent. Et d'autre part, dans la population spécifique des femmes enceintes, il y a une persistance de la protection vis-à-vis de l'événement qu'on redoute, c'est-à-dire la survenue d'un syndrome varicelleux congénital. Donc, ces données vie réelles appuient la prolongation de l'extension de l'usage des immunoglobulines spécifiques jusqu'à 10 jours post-comptage. C'est un alignement sur les recommandations disponibles, notamment toutes les recommandations anglo-saxonnes.
Au-delà de ce délai, en fait, la patiente serait en phase d'invasion si elle devait développer une varicelle. Et donc, on peut discuter hors AMM l'usage du valacyclovir avec l'idée qu'un traitement antiviral va réduire la contagiosité enfin, la virémie et donc l'intensité des symptômes chez la maman et le passage de la barrière de la mère à l'enfant. Ici, je vous ai résumé les éléments disponibles, la réduction d'incidence de la varicelle, la réduction de la sévérité de cette varicelle et la protection contre la varicelle congénitale dans les deux populations qui l'ont évaluée, ici les références, l'enfant immunodéprimé, la femme enceinte. Et dans cette méta-analyse de Cohen publiée il y a maintenant 10 ans, alors là, c'était les Vésig administrés dans les 10 jours, pas d'infection congénitale chez les femmes enceintes traitées, versus ce fameux 3% chez les femmes enceintes non traitées par immunoglobuline. Euh, La- le dernier élément, c'est de se souvenir qu'il faut informer les femmes en cas d'échec, enfin de ce qu'il faut faire en cas d'échec, c'est-à-dire pas rappliquer en mater sans masque, mais bien consulter un professionnel en appelant, en venant masquer, et dans une filière où on essaye d'éviter le circuit des femmes enceintes et de la maternité en général. C'est pour ça que les infectiologues ont vraiment un rôle à jouer ici. C'est vraiment un travail en concertation avec l'infectiologue. Puis on n'oubliera pas, si on doit donner des immunoglobulines spécifiques à une femme enceinte, de la vacciner en postpartum en respectant les délais. Deux questions qu'on nous pose souvent, c'est immunoglobuline polyvalente versus spécifique. Les polyvalentes, eh bien, elles n'ont pas été standardisées en termes de taux d'anticorps anti-VZV. Donc, on ne les utilise, on ne les a pas positionnées dans la recommandation. Dans un régime de pénurie qu'on les discuterait, comme les anglo-saxons en ce moment. Deuxième question, c'est comment les obtenir, ces immunoglobulines anti-VZV? Eh bien, elles sont disponibles en accès compassionnel simple et l'extension de ce délai à 10 jours fait qu'il n'y a plus de problème et qu'on peut les obtenir vraiment partout, structure publique, structure privée, dans un délai, vous voyez, qui est plus souple. En gros, un appel pour un comptage varicelleux, c'est la mise en branle de cette demande d'accès compassionnel simple. Et, euh, et finalement, dans les 24 heures, l'administration, c'est une première dose d'immunoglobuline, donc c'est sous surveillance médicale, mais le volume est très faible, donc en 2 heures, c'est passé avec une prémédication, perfalgan, polaramine, et c'est réglé. Voilà. Euh, oui, une dernière nuance, quand on doit donner du valacyclovir péros, il faut se souvenir que il faut que ce valacyclovir soit administré après les 7 premiers jours du comptage, car l'idée théorique qui sous-tend cette administration, c'est de couvrir la deuxième virémie, celle qui survient quand la femme est euh, enfin, après une semaine après le comptage, et c'est celle qui va de la sphère ORL à tous les organes lymphoïdes et qui précède la dissémination et l'éruption cutanée. Et donc, si on donne le traitement par valacyclovir trop tôt, c'est bien pour ça qu'on l'a positionné à ce moment-là, eh bien, il peut être arrêté avant cette deuxième virémie et ne pas jouer son rôle et être l'équivalent d'une abstention thérapeutique. Pour la varicelle chez la femme enceinte, il n'y a aucun changement par rapport à la prise en charge usuelle. Le diagnostic reste clinique. La PCR-VZV est indiquée si présentation atypique. La varicelle non compliquée de prise en charge ambulatoire avec du valacyclovir péros, au posologique, vous connaissez. Et c'est seulement la pneumonie varicelleuse ou la varicelle de la femme par ailleurs immunodéprimée, la grossesse ne vaut pas immunosuppression, qui justifie d'une hospitalisation avec des précautions R plus contact et l'administration de la cyclovir IV au posologique VZV que vous connaissez. Un point particulier qui se pose est celui de la prise en charge du nouveau-né, euh, d'une maman qui développe une varicelle, donc entre cette période de J-21 jusqu'à J+7 par rapport à la naissance. Donc ici, deux cas de figure. On va commencer par envisager d'emblée le cas de figure le pire, c'est-à-dire que l'éruption de la maman qui débute dans cette fenêtre du pire, c'est-à-dire elle passe son virus, mais pas encore ses anticorps. Donc il y avait avant, aligné sur les recommandations anglo-saxonnes, une fenêtre de tir identifiée de dangerosité maximale qui était à J-5, J+2. Et en reprenant toute la bibliographie disponible, il se trouve qu'il y a des formes graves de varicelle néonatale qui ont été rapportées pour des éruptions maternelles, commençant jusqu'à J-7 et s'étendant jusqu'à J+7. J+7 étant probablement des erreurs de datation, compte tenu de la durée d'une virémie pré-éruptive. Mais pragmatiquement, en vie réelle, il y a
l'observation de formes gravissimes et parfois fatales dans cette fenêtre de tir. Donc on a retenu cette fenêtre de tir élargie comme étant celle de dangerosité maximale pour le nouveau-né. Quand la maman fait une éruption, donc qui commence 7 jours avant jusqu'à 7 jours après la naissance, eh bien il faut faire quelque chose pour le bébé en plus de la prise en charge de la maman. Le bébé a été exposé au virus de sa maman par voie hématogène transplacentaire. Il doit donc recevoir un traitement par immunoglobuline spécifique, lui à posologie maximale, 1 millikilo, dès que possible, au maximum dans les 7 jours suivant la naissance, compte tenu du fait que son incubation est plus courte. Certains papiers suggèrent un bénéfice de la cyclovirivée euh, dans des situations d'extrême vulnérabilité, notamment dans cette fenêtre J-5, J+2 dont je viens de vous parler, et chez l'enfant prématuré, ce qui fait qu'on l'a positionné dans cette fenêtre très particulière qui est quand même une niche absolue. Et donc on se souviendra que cet enfant à qui on donne des immunoglobulines, il faudra l'isoler tant qu'il est hospitalisé, au maximum 28 jours après cette administration d'immunoglobulines, car ces vésigues peuvent retarder le début d'une éruption s'il devait avoir lieu. En aucun cas, on ne sépare la maman du bébé. En aucun cas. De toute façon, il a reçu le virus de sa maman. Et de toute façon, il a reçu le traitement qui sont les immunoglobulines. Et l'allaitement de la maman n'est pas contre-indiqué, au contraire. Quand l'éruption maternelle commence plus tôt, eh bien, il n'y a que les enfants nés avant 28 semaines d'aménorrhée ou pesant moins d'1 kilo à la naissance, n'ayant pas reçu les anticorps protecteurs de leur maman, eh bien, qui seront éligibles à ce traitement par immunoglobuline selon les mêmes modalités. Les autres, ceux qui sont nés après 28 semaines ou ceux qui pèsent plus d'1 kilo à la naissance, eh bien, on va les surveiller et on ne va pas les traiter d'emblée et on ne les sépare pas de leur maman. Ça ne serait pas la même chose si l'enfant était symptomatique, puisque celui-là, il doit recevoir de la cyclovirivée. Les pédiatres savent que la posologie d'aciclovir est plus élevée chez le nouveau-né, c'est plutôt 20 mg kilo 8 heures. Et ce, d'ailleurs, même s'il a reçu des immunoglobulines spécifiques. Cet enfant-là est isolé en chambre individuelle. On ne le met pas la nuit au contact d'autres bébés en nurserie, comme on dit. Il est isolé selon les mêmes modalités que vous connaissez. Évidemment, il n'est pas séparé de sa maman et l'allaitement reste tout à fait encouragé. Le zonage chez la femme enceinte ne pose aucun problème. Aucun. Si j'ai fait un zonage, j'ai fait une varicelle. S'il y a une certaine immunodépression locale qui a conduit à ma résurgence métamérique, eh bien, il reste que j'ai des anticorps circulants, il reste que ma virémie est faible, il reste qu'il n'y a pas de syndrome varicelleux congénital rapporté après un zona maternel, probablement parce que la virémie est faible et probablement parce qu'il y a ce passage d'anticorps. Et donc, on traite le zona d'une femme enceinte exactement comme tout zona, sauf donc comme tout zona, pardon, je bug, parce que on ne traitera par antiviral que les formes ophtalmiques et on traitera par acyclovir les formes étendues, multimétamériques et ou de l'immunodéprimé. Et une zona d'une femme qui est en train d'accoucher ou qui vient d'accoucher, un motif d'appel assez fréquent, eh bien, on couvre les lésions de la maman et on laisse la maman avec son bébé et rien de plus. La dernière question est une question de pédiatre, c'est le comptage postnatal. Donc le comptage postnatal, je vous rappelle que c'est un comptage euh, classique, si on peut dire, dans ces modalités, donc pas de transplacentaire hématogène, mais bien par voie aérienne, au contact de lésions ou d'exposition de la main qui a été portée dans la bouche avec des lésions contagieuses. Les données de la littérature là sont très intéressantes, c'est-à-dire que on sait qu'avant l'âge de 1 an, l'enfant est à risque de faire une varicelle plus sévère que l'enfant au-delà de 1 an, le petit enfant entre 1 an et 12 ans, celui qui fait la varicelle habituelle. Mais il n'y a aucune différence évidente entre l'enfant de moins de 1 mois et l'enfant entre 1 mois et 1 an. Les enfants de 1 mois sont plus souvent hospitalisés quand ils font une varicelle, mais plutôt du fait de l'inquiétude qu'on a d'une forme sévère, mais pas la réalité de cette infection. Il n'y a eu aucun décès par varicelle d'enfants de moins de 1 mois. Il n'y a pas d'excès de forme sévère dans la littérature, et c'est plus une inquiétude collective qui conduit à une surhospitalisation sans qu'il y ait de surcomplications avérées. Appuyé sur cet élément, on propose de prendre en charge un comptage postnatal que si l'enfant est encore hospitalisé. S'il est encore hospitalisé, en fait, il y a deux enjeux. S'il est hospitalisé, c'est qu'il est malade, donc il ne faut pas euh, associer à cette maladie une varicelle éventuellement source elle-même de déséquilibre d'une pathologie X ou Y.
Et deuxièmement, comme il est hospitalisé, il est dans un environnement fragile et donc il ne faut pas que cet enfant génère pour la collectivité, l'environnement, eh ben, le risque d'une exposition varicelleuse. S'il n'est pas hospitalisé, il rentre dans le cas général, pas de prophylaxie. S'il est encore hospitalisé, à nouveau, on va retenir un contact à risque sur les mêmes critères qu'on a déjà définis. Donc, si cet enfant est hospitalisé et qu'il a un contact à risque, eh bien, on va limiter l'administration des immunoglobulines. À qui? Aux enfants qui n'auront, dans tous les cas, pas reçu les anticorps protecteurs de leur maman, c'est-à-dire les tout petits, les moins de 28 semaines ou les pesant moins de 1000 grammes à la naissance, et ils auront les mêmes immunoglobulines qu'on a décrites plus haut, ou les enfants plus gros et plus avancés en termes, mais dont la maman n'étant pas immunisée, n'a pas d'anticorps à leur passer. Et ces enfants de maman non immunisés recevront aussi des immunoglobulines, ce qui est normalement tout à fait une minorité, en tout cas pour les mamans caucasiennes, on l'a vu. Donc vous voyez une niche, la restriction des immunoglobulines aux enfants hospitalisés, non immunisés ou de mère non immunisée, ou pesant moins de 1000 grammes à la naissance ou nés avant 28 semaines d'aménorrhée. Donc une niche et une micro-niche. Voilà, ça c'est les 5 questions et c'est les 5 réponses apportées par la recommandation, pardon, qui n'est plus Impress mais qui est bien sortie il y a quelques semaines, endossée par la SPIF, coordonnée par la SPIF, endossée par le Collège des obstétriciens, la Société d'hygiène, la Société française de microbio, la Société française de médecine périnatale, le Conseil des sages-femmes et la Société française de néonatologie avec toute cette équipe pluridisciplinaire qui est listée ici. Et on est dans les temps, il reste 2 minutes. Je vous remercie beaucoup et j'espère pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Alors, je vois 2 questions et du chat. Combien de temps après la vaccination pour une varicelle peut-on autoriser une grossesse? On dit 1 mois après la dernière dose de vaccination. Est-ce qu'il y a une transmission entre 20 semaines d'aménorrhée et moins de 21 jours? Alors, il y a une transmission possible, mais elle n'entraîne pas de conséquences en termes d'embryo-fétopathie. Et donc, en fait, il y a un risque dont je vous ai peu parlé, c'est le risque résiduel de zona pour l'enfant. C'est un zona qui survient avant l'âge de 2 ans et qu'on observe quel que soit le terme. Donc oui, on sait que le virus passe, on sait que l'enfant ne montre pas une bonne réponse protectrice, et donc quand il perd la réponse humorale protectrice de sa maman, les anticorps maternels, et bien à ce moment-là, il peut faire un zona, et en fait, il peut même refaire une varicelle après. Donc oui, on sait que ça passe, on sait qu'il n'y a pas d'effet délétère, et personne ne sait dire pourquoi. Ensuite, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Bon, ben, très bien. Qu'est-ce que j'ai encore comme nouvelle question? Donc ça, c'est bon. La varicelle procure-t-elle une immunité définitive? C'est une bonne question. On dit que oui, mais en fait, on dit qu'il y a jusqu'à 10% de sujets qui vont refaire une deuxième varicelle. Alors, tout le monde pense que c'est un peu surestimé, ce chiffre, mais il reste qu'il y a d'authentiques personnes qui font 2 varicelles. C'est des personnes qui font des varicelles avant l'âge de 2 ans. C'est des personnes qui font des varicelles minimes, 5 boutons. Et c'est des varicelles de l'immunodéprimé. Alors ça, c'est l'exemple typique. La maman Lupi qui refait des varicelles à chaque fois que ses enfants font une varicelle. Donc voilà, ces situations-là peuvent typiquement s'associer à plusieurs varicelles qui se télescopent. Est-ce que vous avez d'autres questions? On ne voit pas dans le box encore. On a peut-être 30 secondes. S'il y a une autre question qui peut venir. Il y a 124 participants, waouh! Oui, ouais, ouais. Il y a Noah qui lève la main pour poser une question. Si vous voulez Je parler à l'oral, je ne sais pas si c'est ne possible. sais pas si Sinon, voulez-vous taper la question dans le question-réponse oui, peut-être taper la question. C'est facile. Euh, ou Noura. dans le chat, ce que vous voulez. Ah voilà, la question apparaît. Non, attends, Noura. Non, elle lève la main. Qu'est-ce que j'ai? Mais, il y a une autre question, enfin d'autres questions qui apparaissent. Une Oui. deuxième varicelle peut-elle peut être contagieuse? Ouais, Oui, oui, tout autant que la première. ok. Alors, Ok.
Il y en a une autre. Si on fait déjà une varicelle à l'enfance, est-ce qu'on peut la refaire si enceinte? Yasmine, normalement non. Et c'est pour ça qu'on a retenu des critères simples. Vous voyez, cette histoire de refaire une varicelle, c'était présent dans notre esprit pour se dire, bah, finalement, dans ce cas-là, une histoire de varicelle, c'est pas vraiment protecteur. Ce chiffre de 10%, il est hyper surestimé. Donc, ce qu'on décide, c'est de dire qu'une histoire de varicelle, ça vaut immunité antivaricelleuse. Point. Voilà. Alors, on a reçu la réponse de Noah, du coup, qui dit que vous avez déjà répondu à sa question. Ah, Donc, mais ça, génial. c'est bon. Et puis, il me semble qu'il y a une autre question qui reste. Non, c'est bon, vous avez tout traité. Génial. Eh ben, parfait. Ben, merci beaucoup. Si tout est bon pour vous, on peut conclure la session. Alors, à nos auditeurs et auditrices, merci beaucoup de votre attention. Et bien sûr, si vous avez d'autres questions ou d'autres propositions, n'hésitez pas à nous écrire sur l'adresse email qui apparaît à l'écran, cs.france@elsevier.com. Et puis, professeur Charlier, merci beaucoup pour votre topo très clair. On le voit dans les commentaires et de votre participation, bien sûr. Et puis, nos auditeurs aussi, on vous donne rendez-vous pour une prochaine session en décembre. Le sujet est en cours de définition, mais vous serez informés sur les réseaux sociaux et par email aussi pour ceux qui sont déjà inscrits. Donc, Et on est en train de finaliser la prochaine reco qui est syphilis et grossesse et périnatalité. Donc j'espère avoir le bonheur de vous la présenter l'année prochaine. Enfin, assez rapidement. avec plaisir, avec plaisir. Merci. Ah, merci pour tous ces gentils mots. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. À très bientôt, j'espère. Au Au revoir. revoir. Merci.